Merci d'être là ce matin et de vous intéresser à ce joli sujet de l'engagement de l'équipe, du leadership et du management. On va passer en revue un certain nombre de points qui, j'espère, seront utiles pour vous dans la conduite de votre équipe. Ce titre pour aujourd'hui, 100% d'engagement, une affaire de leadership et de management. Alors, ça va être les deux aspects qu'on va parcourir ensemble. Alors, je vais m'appuyer sur des concepts que j'utilise régulièrement avec mes clients, bien entendu, des concepts qu'on utilise aussi à Action Coach. Je vous rappelle que j'accompagne les dirigeants dans la performance et la conduite de leur entreprise pour en faire une entreprise qui peut fonctionner sans eux et leur permettre de réaliser leurs objectifs de vie. Alors, il y a différentes dimensions entre la rentabilité, entre le management, entre la gestion du temps. Un vaste sujet que celui du métier du chef d'entreprise. Donc voilà, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'équipe et comment engager toute son équipe. Alors, ce que nous allons aborder aujourd'hui, eh bien, un certain nombre de points qui vont porter sur les leviers de la performance individuelle, les 6 clés d'une équipe gagnante, les 5 niveaux du leadership et ce que font les leaders qui réussissent, et enfin, la responsabilisation. En sachant que dans un premier temps, ces différentes approches là que je viens de vous citer sur le sommaire du webinaire, ces différentes approches vont toucher à deux concepts qui sont le leadership et le management, et aborder ces deux concepts sous voilà, des angles différents des prochaines diapositives. Dans mon objectif, dans mon intention, c'est que ces approches différentes puissent vous apporter des éclairages différents et donc des idées nouvelles d'avancer, de progresser sur ces deux concepts de leadership et de management. Alors, la différence entre leadership et management est souvent subjective. Il y a énormément de bouquins sur les deux sujets. Quand on lit des ouvrages en management, on rencontre des auteurs qui disent qu'il y a très peu d'ouvrages dédiés au management, que la plupart des ouvrages sont dédiés au leadership. Et quand on lit des bouquins sur le leadership, il y a des auteurs qui disent qu'il y a très peu d'ouvrages sur le leadership et que la plupart des ouvrages sont sur le management. Donc voilà, la frontière est floue entre les deux. Ce que je vous propose, c'est que dans le cadre de ce webinaire, on part d'une hypothèse simple qui consiste à dire, ce que je vous propose, c'est de dire que le leadership relève de ce qui va augmenter la motivation et la concentration des collaborateurs. Alors, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous dites pour leur donner encore plus envie de se mobiliser dans le travail. Donc ça pourra relever du leadership. Et tout ce qui va relever du management porte sur la compétence et la productivité. Voilà, donc c'est la deuxième hypothèse que je vous propose de partager ce matin. Voilà, quels sont les critères de productivité que vous allez mettre en place dans votre équipe pour pouvoir les aider à améliorer cette productivité? Comment sont mesurés ces critères de productivité? Quelles sont les valeurs qui sont attendues et qu'est-ce qui est mis en place justement pour pouvoir atteindre les valeurs attendues en termes de productivité. Donc, toute la partie organisationnelle va sur cette base-là de la répartition entre le leadership et le management. Toute cette base organisationnelle portera sur le management. Alors, sur ce webinaire, je vous invite à prendre une feuille blanche ou un document Word que vous pouvez ouvrir en ligne à côté du webinaire et de séparer et d'avoir deux listes ou deux colonnes pour constituer deux listes. Et tout ce que vous allez voir au cours du webinaire qui a trait des éléments du leadership que vous pensez devoir renforcer chez vous, eh bien vous le mettez sur la colonne leadership, et tous les éléments qui ont trait au management que vous devez selon vous, là encore, renforcer dans votre façon de faire, dans vos compétences du quotidien, eh bien, vous l'inscrivez sur l'autre colonne, la deuxième colonne, celle qui va porter sur le management. Donc, voilà, donc tout au long du webinaire, prenez des notes sur les points qui vous semblent importants. On pourra y revenir là-dessus. On pourra même y revenir après le webinaire en individuel
selon vos besoins. Voilà, donc, dès qu'un élément vous semble intéressant et que vous souhaitez l'approfondir par la suite, notez-le sur l'une de ces deux colonnes et constituez vos listes. Alors, pour aborder la notion de productivité, on va faire un tour d'abord du côté des leviers de performance individuelle qui portent en particulier sur le niveau d'activité de vos collaborateurs et le niveau de compétence de vos collaborateurs. Alors, de vos collaborateurs, si vous êtes dans une entreprise avec une équipe et des salariés, mais ça peut s'appliquer aussi à toute autre organisation qui doit fonctionner comme équipe. Donc, les membres de votre équipe, vous pouvez les répartir sur ce terrain de jeu en fonction de leur niveau d'activité, c'est-à-dire la quantité de travail qu'ils font. Est-ce qu'ils travaillent beaucoup? Est-ce qu'ils travaillent peu? Est-ce qu'ils sont très actifs ou est-ce qu'ils sont peu actifs? Et puis leur niveau de compétence, est-ce qu'ils savent bien faire les choses? Est-ce qu'ils ont les connaissances et les compétences pour réaliser ce qu'ils doivent réaliser? Alors, en général, les membres de votre équipe vont se répartir sur ce graphique-là. Et si on sépare en 4 catégories, eh bien vous allez avoir les personnes qui sont très actives, mais dont le niveau de compétence n'est pas forcément idéal et pourrait être amélioré. Donc, ce n'est pas parce qu'on est actif qu'on est productif. Et en général, si on ne sait pas bien faire les choses, un niveau d'activité ne va pas compenser. Donc, il se peut que pour ces personnes-là, il y ait des lacunes en termes de productivité. De même, pour les personnes qui sont compétentes mais qui ne sont pas très actives, il peut y avoir des lacunes en termes de productivité. Les personnes qui sont peu compétentes et peu actives, bon là, il n'y a pas de doute. Au niveau de la productivité, on sera loin du compte. Et puis après, les personnes qui sont à la fois actives et compétentes, dès lors qu'elles sont actives sur les bons sujets, on pourra espérer un fort niveau de productivité. Alors, votre rôle en tant que dirigeant va être d'amener les différentes personnes à rejoindre le groupe des collaborateurs qui sont à la fois actifs et compétents. En sachant que vous avez 2 leviers qui sont à votre disposition. Le premier levier, c'est l'attitude. Et globalement, pour améliorer le niveau d'activité, vous allez travailler sur l'attitude. Et l'attitude, ça va être un levier du leadership. Et le deuxième levier pour augmenter le niveau de productivité va être la formation. Et la formation va rentrer dans le cadre du management. Quels sont les besoins en formation? Quels sont les plans de formation? Quelles sont les ressources nécessaires pour pouvoir développer les compétences? Comment conduire? Alors, vous pouvez vous appuyer sur l'entretien individuel. Ça peut être un sujet en soi aussi, la conduite de l'entretien individuel. Mais tout ça relève du management. Donc, vous avez différentes possibilités pour pouvoir faire migrer, pour pouvoir guider votre équipe du côté des personnes qui sont hautement compétentes et hautement actives. Là où ça va être le plus difficile, là où vous allez devoir jouer à la fois du management et du leadership, eh bien, ça va être pour les personnes qui sont à la fois peu compétentes et peu actives. Donc, soit il y a la motivation et il s'agit justement d'aborder cette partie leadership ou management et avec une possibilité de progrès, auquel cas ces personnes-là vont rejoindre le groupe de ceux qui sont compétents et actifs. Soit il n'y a pas d'adéquation entre les besoins de l'entreprise et puis les personnalités ou les désirs des personnes en question, des collaborateurs en question, auquel cas, eh bien, voilà, une option, c'est aussi de quitter le terrain de jeu. Donc, c'est en général quelque chose qu'on évite de faire parce que c'est souvent coûteux, aussi bien d'un point de vue individuel et émotionnel que d'un point de vue financier. Donc, dans la mesure du possible, on essaye de faire progresser les gens en termes d'activité et de compétences. Et puis après, eh bien, on gère au mieux. C'est le rôle du chef d'entreprise que de faire au mieux avec les éléments à notre disposition. Mais voilà, ces 2 leviers de performance individuelle que sont l'attitude et la formation sont des éléments sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer au même titre que l'approche de la performance collective, parce que les 2 premiers leviers portent sur la productivité et la performance individuelle, et ça n'aura de sens dans l'équipe que si tout converge et si vous arrivez à générer une performance collective. Alors, vous connaissez peut-être les 6 clés d'une équipe gagnante. Pour certains parmi vous ici, vous les connaissez sûrement. Pour d'autres, ça peut être une découverte. Sachez qu'il y a un webinaire qui porte spécifiquement sur les 6 clés d'une équipe gagnante. Donc, je vous invite à consulter ce webinaire pour plus d'informations.
Juste ici, en rappel, les 6 clés d'une équipe gagnante sont le leadership, l'objectif commun, les règles du jeu, le plan d'action, la prise de risque, autoriser la prise de risque, autoriser les erreurs, et l'implication et l'inclusion totale, donc faire en sorte que personne ne reste sur le banc de touche. Donc sur ces 6 clés d'une équipe gagnante, bien sûr, on a le leadership qui est une clé à lui tout seul, donc qui est un vrai sujet en soi. Et les 5 autres clés, vous remarquerez que les 5 autres clés relèvent du management, aussi bien sur la définition des objectifs communs que la définition des règles du jeu, des valeurs, de la culture de l'entreprise, la construction d'un plan d'action, on est sur le domaine purement organisationnel, donc managérial, sur la prise de risque. La prise de risque est le préalable nécessaire à la montée en compétences. On peut difficilement apprendre si on ne fait pas d'erreurs, si on n'est pas autorisé, tout au moins, à faire des erreurs. Et puis après, impliquer et inclure son équipe ou tous les membres de son équipe relève aussi du management. Donc voilà, donc une clé sur 6 sur le leadership, mais c'est une clé conséquente, et les 5 autres relèvent plutôt du management. Alors, sur ce sujet du leadership, j'aime bien m'appuyer sur 5 niveaux de leadership de Maxwell, qui va lier le leadership aussi à cette capacité à diriger des équipes. Alors, diriger dans le sens conduire également. Sur cette approche-là du leadership, les 5 niveaux commencent par la légitimité quelque part et qui porte sur le poste, c'est-à-dire la fonction dans l'entreprise, par exemple. Une équipe va suivre son chef d'équipe parce que c'est le chef d'équipe. Alors d'ailleurs, au niveau de l'entreprise, vous savez qu'il y a le contrat de subordination qui le prévoit, donc c'est formalisé et c'est réglementé. Dans une entreprise, quand on travaille une entreprise, on est obligé de répondre aux consignes qui nous sont données par l'entreprise ou par son supérieur hiérarchique, au bout desquels, vous intervenez, vous, en tant que chef d'entreprise. Donc, vous êtes le décideur ultime de l'entreprise. Donc, en tant que tel, les personnes qui sont dans votre équipe doivent répondre à vos consignes et doivent suivre vos consignes. Elles n'ont pas d'autre choix que de le faire. Si elles ne le font pas, eh bien, elles s'exposent à une rupture de contrat de travail et donc à une exclusion de l'équipe. Alors, on sent bien que si on reste à ce niveau de leadership, il y a quelque chose qui ne va pas fonctionner de manière très agréable dans l'entreprise, très productive. Et en général, quand on n'est que sur ce niveau-là, on passe beaucoup de temps à répéter les consignes, à être presque dans la coercition. Et on y dépense une énergie monstrueuse. Au final, pour avoir aussi un turnover important dans l'entreprise, les gens ne restent pas dans les entreprises où la légitimité du leader n'est faite que sur le terme utilisé pour sa fonction dans l'entreprise. Donc, il est important et pertinent de passer rapidement au deuxième niveau du leadership, selon Maxwell, qui est la permission. La permission est construite sur la relation que vous allez avoir avec les membres de l'équipe. Et là, les membres de l'équipe vont vous suivre parce qu'ils auront envie de vous suivre. Et on déclenche le désir de suivre quelqu'un qu'à travers la relation qu'on va construire avec lui. Donc, intéressez-vous à vos collaborateurs en tant que personne et ce sera le deuxième niveau du leadership qui va vous permettre d'avoir une équipe qui va être plus avec vous qu'à côté de vous. Troisième niveau du leadership, c'est la production, selon Maxwell. On vous suit en raison de ce que vous apportez à l'organisation, à l'entreprise, à l'équipe. Donc, cette notion de production est intéressante. On ne va pas suivre de la même façon un dirigeant qui n'apporte rien à l'entreprise, voire même on ne va pas le suivre du tout. Donc, cette notion de production est essentielle. Il y a, à mon avis, là un risque. C'est qu'on peut, en tant que dirigeant, porter notre attention sur la mauvaise production, c'est-à-dire la production de ce qui est opérationnel, ce qui devrait être fait par l'équipe, et en délaisser la production qui est liée au dirigeant ou au chef d'entreprise, qui est une production aussi d'un niveau plus global, plus transversal dans l'entreprise, et qui porte sur la façon dont l'entreprise se structure pour se développer.
Donc, très souvent, on voit dans les entreprises des chefs d'entreprise qui arrivent dans l'entreprise avant les équipes et qui partent après les équipes, par souci d'exemplarité, par souci de montrer que on est là pour bosser et que ce qui est bien dans l'entreprise, c'est de travailler beaucoup. Et si ce qui est bien dans l'entreprise, c'est de travailler beaucoup, il faut que le dirigeant, le chef d'entreprise, montre l'exemple. Donc, il y a cette notion de production qui est importante en leadership, mais qui peut conduire à des comportements qui sont parfois contre-productifs. Parce que si vous passez trop de temps à faire de l'opérationnel, eh bien, il y a peut-être une partie de l'opérationnel que vous prenez à votre équipe et de ce fait, vous empêchez votre équipe de grandir. Donc, la production, ce ne sera pas forcément de l'opérationnel pour le dirigeant ou le chef d'entreprise. Ce sera autre chose, mais c'est aussi un point important. Le deuxième risque, alors celui-ci soulevé par Maxwell lui-même, c'est qu'on peut avoir tendance en tant que dirigeant à passer du niveau 1 au niveau 3 en oubliant le niveau 2. Donc, si on est sur de la surproduction, si on est sur de l'exemplarité par la quantité de travail abattu, on peut en oublier d'avoir une vraie relation avec ses coéquipiers et de fait, on perd un niveau du leadership et là encore, on se retrouve dans une entreprise où on peut avoir du turnover important. Donc, prendre ces niveaux du leadership dans l'ordre et vraiment construire à la fois sa légitimité, la relation et après sa contribution à l'entreprise. Et le quatrième niveau du leadership, ça va être celui qu'il faut viser le plus rapidement possible, même si ça prend du temps, il faut le viser le plus rapidement possible. Ça va être celui portant sur l'évolution des êtres, donc c'est-à-dire comment vous faites progresser vos coéquipiers, vos collaborateurs. Est-ce que vous leur apportez? Est-ce qu'il sera utile pour eux? En gros, les personnes qui vont vous suivre sur ce niveau de leadership sont celles qui vont vous suivre parce que vous faites quelque chose pour elles. Donc là encore, suivez bien l'ordre chronologique des niveaux du leadership, mais un leader va être d'autant plus leader, va avoir d'autant plus de leadership qui va aider ses équipiers à grandir et qui va leur apporter quelque chose pour eux au sein de l'organisation. Le cinquième niveau de leadership porte sur la personnalité, et là les gens vous suivent pour qui vous êtes, ce que vous êtes et ce que vous représentez. C'est souvent un niveau de leadership qui est extrêmement élevé et extrêmement rare. On rencontre très peu de personnes de ce type-là. Ça demande aussi d'avoir vécu suffisamment pour avoir une réputation, une notoriété, une image, d'avoir pu apporter aux gens énormément de choses, d'avoir pu transmettre aux gens aussi les clés du leadership. Donc voilà, cette notion-là de personnalité, selon Maxwell, est le degré ultime du leadership. C'est quelque chose qui va s'acquérir avec du temps. Déjà, les 4 premiers niveaux du leadership sont intéressants et porteurs de résultats et de changements significatifs dans l'entreprise. Alors, quand on parle de changement dans l'entreprise, c'est aussi un des rôles du leader que d'apporter le changement. Et on utilise régulièrement l'approche des 4 paramètres à prendre en compte dans un processus de changement, à savoir l'insatisfaction. Quelle est l'insatisfaction qui nous amène à vouloir changer? Quelle est la vision de la solution? Quelle serait la situation idéale vers laquelle nous voulons aller? Pourquoi, en 2 mots, c'est-à-dire pour quelle nouvelle situation nous voulons changer? Les premiers pas, c'est qu'est-ce qu'on doit faire et quelle est la première démarche à effectuer pour pouvoir se mettre en mouvement dans le changement. Et puis après, il faut que l'ensemble de ces éléments-là soit supérieur, soit plus fort, que la résistance au changement. Alors, on voit ici qu'au niveau de l'insatisfaction, on a le leadership qui est interpellé, puisque connaître ses collaborateurs permet de savoir aussi ce qui peut les insatisfaire pour les aider à changer. C'est intéressant de se placer aussi du point de vue de son collaborateur. Et puis, ça va être aussi le management qui va être impliqué. Quelles sont les ressources qui manquent? Quelles sont les zones d'inconfort? Qu'est-ce qu'il faut changer en termes de compétences par rapport à une insatisfaction qui est présente? Donc, le management est aussi impliqué sur ce paramètre-là, sur ce critère-là. La vision de la solution, c'est porté vers l'avenir, donc c'est souvent lié au leadership. Les premiers pas, la planification, c'est lié au management. Et enfin, la résistance au changement, c'est lié aux deux, puisque une vision de l'avenir qui sera à la fois motivante, engageante et inspirante va baisser
la résistance au changement et puis en même temps prendre en considération tous les éléments qui vont freiner un changement éventuel, eh bien, relève du management. Donc on voit que sur cette équation du changement, à la fois leadership et management sont impliqués. Quand on développe cette notion de changement, quand le leader développe sa capacité à faire changer les choses, cette notion d'insatisfaction et de vision de la solution est importante. Et elle aura d'autant plus d'impact, et d'autant plus d'impact positif, que vous allez construire cette vision sur une position gagnant-gagnant avec vos collaborateurs. C'est-à-dire que l'insatisfaction doit être mutuelle. Alors, en général, les insatisfactions côté entreprise sont relativement claires, ou tout au moins dans l'esprit du dirigeant et du chef d'entreprise. Ce n'est pas forcément aussi clair quand ça porte sur l'insatisfaction du collaborateur. Et la vision de la solution, pareil, il faut trouver la vision d'une solution, ou il faut trouver la solution qui va apporter positivement quelque chose aussi bien à l'entreprise qu'aux collaborateurs. Donc, travailler sur cette notion de gagnant-gagnant, c'est aussi un point important pour engager toute son équipe et avoir 100% d'engagement et d'implication. Alors, sur l'approche gagnant-gagnant, on a différents éléments qui peuvent nous permettre de jouer là-dessus. Voilà, et ça va être variable suivant les membres, les personnes dans votre équipe. Pour certains, ce sera du revenu qui pourra leur apporter quelque chose. D'autres, ça va être un confort. Alors peut-être un confort individuel, personnel, qui va se retrouver à travers le revenu qui pourront leur permettre de faire un certain nombre de choses, mais ça va être aussi un confort dans le travail par rapport à leurs conditions de travail de manière générale. Ça peut être des compétences, le fait de progresser sur un savoir, eh bien, ça peut être déjà un facteur de motivation en soi. Ça va aider aussi, et aussi bien l'entreprise que le collaborateur. Ça peut être gagné en autonomie, ça peut être gagné en responsabilité. Alors, tout le monde n'est pas égal sur ces paramètres-là, d'où l'approche individuelle et d'où le relationnel que vous devez construire avec vos équipes et avec chaque membre de l'équipe pour savoir quels sont les éléments qui seront important pour eux, mais pour pouvoir trouver cette solution et cette approche gagnant-gagnant. Alors, ça peut être la reconnaissance. La reconnaissance concerne en général à peu près tout le monde, mais il y en a qui sont plus sensibles que d'autres. Ça peut être l'utilité, ça peut être la sécurité. Alors, différents éléments que vous allez pouvoir eh bien, travailler avec votre approche en leadership et votre approche en management. Alors, là, vous connaissez la pyramide des besoins de Maslow qui définit un petit peu de manière logique la priorité des besoins de l'être humain, en commençant par les besoins physiologiques. Il faut manger, il faut boire, il faut se protéger, d'où le deuxième besoin, les besoins de sécurité. Les troisièmes besoins sont des besoins d'appartenance à une communauté, à un groupe. Quatrième besoin sont les besoins d'estime, estime de soi, être estimé des autres, avoir un certain respect. Et le cinquième besoin, c'est un besoin d'accomplissement personnel. Alors, plus on avance dans nos sociétés, plus au niveau, en particulier dans les sociétés occidentales, plus au niveau besoins physiologiques, les besoins sont assouvis et plus on va monter sur cette pyramide des besoins de Maslow, et plus on approche des besoins d'appartenance. Donc là encore, on va travailler sur du leadership pour remplir ce besoin d'appartenance. On fait partie d'une entité commune, on fait partie d'une équipe. Si la personne ne se sent pas comme appartenant à l'équipe, eh bien, il y aura des difficultés à l'engager et à avoir de la synergie, avoir de la productivité au niveau collectif. Et puis après, le besoin d'estime de soi, c'est la façon dont vous allez manager, la façon dont vous allez considérer les équipes aussi, qui vont avoir un impact sur la façon dont les gens se sentent estimés ou pas dans l'équipe. Et puis après, cette notion d'accomplissement, c'est qu'est-ce qu'ils réalisent, quels sont leurs niveaux de responsabilité. Et on retrouve la notion de vision aussi, vision d'entreprise. Et c'est là où on insiste particulièrement sur cet aspect-là. La vision de l'entreprise porte sur qu'est-ce que votre entreprise va apporter à la société, quelle est l'utilité de votre entreprise, pourquoi votre entreprise doit exister et qu'est-ce qui manquerait à la société si votre entreprise n'existait pas. Il doit y avoir quelque chose de l'ordre du sens commun, du bien public quelque part. Il doit y avoir une utilité à votre entreprise et cette utilité, ça doit être l'élément aussi qui va servir
points de ralliement, d'éléments qui vont rapprocher les membres de l'équipe, qui vont faire que vous allez avoir une équipe aussi 100% engagée. Donc, un certain nombre d'éléments que vous allez pouvoir retrouver aussi bien dans le domaine du leadership, la vision, que dans le domaine du management. Et là-dessus, il y a 3 auteurs qui ont travaillé sur ce que font les leaders qui réussissent. Ulrich, Zenger et Smallwood, ils sont partis d'une approche du leadership basée sur les résultats. Et il y a 4 éléments fondamentaux qu'ils sortent de leur étude, de leur livre. Le leader qui réussit bien fixe la direction. Donc, il y a cette notion d'être tourné vers l'avenir, qu'est-ce qui va se passer demain et comment on doit se préparer quelque part, ou tout au moins à quoi il faut qu'on s'attende à faire face ou à quel changement on doit anticiper aujourd'hui. Donc, cette notion de vision, de projection dans l'avenir, c'est un des rôles du leader et c'est un des fondements du leadership. Le deuxième aspect que fait un leader qui réussit, eh bien, il fait preuve de caractère au niveau personnel. Donc, il s'appuie sur un certain nombre de valeurs. On va retrouver les valeurs d'intégrité, des habitudes de pensée positive ou de pensée analytique. Donc, il y a un certain nombre d'attributs, d'attitudes qui sont importants dans le cadre de l'exercice d'un leadership performant. Et enfin, le leader qui réussit va réussir à mobiliser l'engagement individuel. Et là, on retrouve le management. Et en même temps, il va renforcer la capacité de l'organisation de l'entreprise. Il va renforcer la capacité de l'entreprise dans le sens où il va pouvoir définir quelles sont les compétences, quelles sont les complémentarités dans les compétences dans l'entreprise, quelles sont les compétences qui manquent, quelles sont les ressources qu'il faut. Donc, il va travailler sur la façon dont l'entreprise est organisée pour pouvoir atteindre un but. Donc, les deux premiers éléments sont liés au leadership et les 2 éléments suivants sont liés aussi au management. Donc, autant d'éléments qui doivent pouvoir vous permettre aussi de voir à quel endroit dans votre entreprise, dans votre équipe, vous pouvez renforcer les actions ou les activités à mettre en œuvre dans les prochaines semaines. Et quand on parle d'équipe et d'engagement individuel, on s'appuie régulièrement sur ce qu'on appelle, nous, le point de bascule. Face à une situation donnée, vous avez dû constater chez les membres de votre équipe ou chez vous même qu'il peut y avoir parfois des obstacles. Et les obstacles vont se manifester sous forme d'excuses, de reproches ou de déni. Et puis, il y a un point au-delà duquel on va se retrouver en position de pouvoir trouver une solution. C'est lorsqu'on se responsabilise, lorsqu'on s'implique dans la résolution du problème et lorsqu'on s'implique et qu'on s'approprie le problème. Cette notion de point de bascule est importante en management. Au-dessus du point de bascule, on est en position de trouver des solutions, alors que lorsqu'on se place en dessous du point de bascule, on est plutôt en victime. Et lorsqu'on applique ce concept-là au management, eh bien, on va repérer que globalement, si les personnes se trouvent sous le point de bascule, eh bien, c'est souvent lié au management. Et si les personnes sont au-dessus du point de bascule, eh bien, il y a un rapport avec le leadership. Alors, cette approche-là est, à mon sens, un super outil d'autodiagnostic. C'est-à-dire qu'en fonction des gens que vous avez, des membres de votre équipe et des personnes que vous avez dans votre équipe, en fonction de leur position, si vous voyez qu'il y a des gens qui sont toujours en train de chercher des excuses ou faire des reproches, eh bien, ça va vous donner une idée des sujets sur lesquels il va falloir que vous travaillez en tant que dirigeant, en tant que leader manager. Si par contre, l'ensemble de votre équipe se trouve au-dessus du point de bascule, eh bien, ça va vous donner aussi des éléments intéressants sur les aspects du leadership que vous devez continuer de renforcer pour maintenir les équipes au-dessus du point de bascule. Donc, le management, le défaut de management, le manquement de management amène les personnes de votre équipe sous le point de bascule ou les maintiennent sous le point de bascule, et le leadership leur permet de rester au-dessus du point de bascule, voire de grimper sur les échelons du point de bascule. Alors, qu'est-ce qui, au niveau managérial, peut générer le fait que les équipes restent en dessous?
Et là, on en arrive à la responsabilisation, comment on amène les membres de l'équipe au-dessus, eh bien, en changeant certaines habitudes de management. Les mauvaises habitudes en management qui génèrent des mauvaises attitudes, eh bien, peuvent être liées, par exemple, aux mauvaises attitudes du manager lui-même. Vous avez peut-être des chefs d'équipe qui, eux aussi, cherchent des excuses ou font des reproches ou sont dans le déni. Si vous avez des chefs d'équipe comme ça, eh bien, il va falloir qu'ils changent d'attitude pour pouvoir aider leurs équipiers aussi à changer d'attitude. Une autre mauvaise habitude, c'est d'accepter les mauvaises attitudes. Si vous avez un collaborateur qui vous présente des excuses et puis que vous acceptez les excuses ou les reproches, on va dire ben, c'est de la faute de l'autre chef d'équipe qui n'a pas fait son travail. Ah bon, ben alors dans ce cas, voilà, merci, on va essayer de voir comment on peut arranger ça. Vous acceptez son reproche, vous acceptez ses excuses, et bien vous l'encouragez à rester sous le point de bascule. Donc ça, c'est un élément important. Parfois, même dans le souci de vouloir être agréable, dans le souci de vouloir peut-être assurer un certain leadership, on va offrir des excuses. Ah oui, si tu n'as pas réussi à le faire, c'est parce que le temps était mauvais, c'est parce qu'il pleuvait dehors, ou c'est parce que, quelle que soit la raison. Donc il y a des fois, parce qu'on veut être généreux, quelque part, on apporte et on offre des excuses sur un plateau. Ça maintient les collaborateurs et les membres de l'équipe sous le point de bascule. Manque de suivi, le manque de mesure, si on ne met pas en place un système de management qui permet d'évaluer le travail, la productivité, les résultats attendus, eh bien, on ne saura pas que la personne est à côté ou au contraire est dans les clous. Et si on ne sait pas ça, eh bien, on ne peut pas conduire un management et un accompagnement de manière constructive. Et de fait, on va maintenir les collaborateurs sous ce point de bascule. Alors parfois, par simple fainéantise, on voit un problème, on se dit voilà, l'attitude ne va pas, mais on ne le traite pas dans l'instant parce qu'on n'a pas tout à fait le courage de le faire maintenant. Ça peut nous arriver aussi. Et puis, il peut y avoir aussi la peur de la confrontation. La peur de la confrontation peut nous amener à décaler toujours le moment où on va rentrer dans le vif du sujet. Et de fait, pendant ce temps-là, eh bien, la personne continue de s'enfoncer sous le point de bascule. Et enfin, dernière mauvaise habitude qui peut générer les collaborateurs ou qui peut les amener à rester sous le point de bascule, eh bien, les mauvaises habitudes concernent les mauvaises questions. En management, il y a des mauvaises questions qui maintiennent les gens sous le point de bascule. En particulier, toutes les questions qui commencent par « pourquoi ». Alors, c'est assez curieux parce que la technique des 5 pourquoi, un certain nombre d'éléments de management qui nous viennent d'il y a 20 ou 25 ans amènent les gens à s'intéresser à pourquoi on fait les choses. Mais le revers de la médaille, c'est que quand on demande à un collaborateur pourquoi tu n'as pas fait ça, eh bien mécaniquement, il va chercher des excuses ou des reproches. Il va chercher des raisons qui vont expliquer ou justifier qu'il n'a pas fait ça. Donc, c'est une mauvaise question en management. Donc, toutes les questions en management qui commencent par pourquoi, je vous invite à les reformuler. Alors, vous n'allez peut-être pas pouvoir les reformuler dans l'instant quand vous discutez avec votre collaborateur, mais au moins, prenez un temps après les discussions, passez en revue les moments d'échange que vous avez pu avoir avec vos collaborateurs. Et si vous posez beaucoup de questions en commençant par pourquoi, eh bien, réfléchissez-y à ces formulations différentes que vous pourriez mettre à votre disposition pour étoffer votre panel de questions sur ce point-là. Donc, pas de questions sur commençant par pourquoi en management. Préférez les questions sur qu'est-ce que tu vas t'engager à faire dans les prochains jours pour que ce soit résolu d'ici vendredi, par exemple. Donc, voilà une autre façon de poser la question qui n'aura pas du tout la même portée que pourquoi ça n'a pas été fait hier. Voilà. Donc, travailler les questions, ça permet aussi de replacer les gens au-dessus du point de bascule. Donc voilà pour les éléments de responsabilisation et on arrive eh bien, au terme de ce webinaire introductif sur le management. Et si je dois résumer quelques éléments à retenir, eh bien, à mon sens, engager toute son équipe demande à la fois du leadership et du management. Et les deux sont complémentaires et sont nécessaires. Si on apporte du management pour monter en productivité, mais que les gens ne sont pas concentrés ou pas intéressés par ce qu'ils font, eh bien, on n'aura pas un niveau d'implication optimal ou satisfaisant. La performance collective demande à la fois d'être inspiré et de responsabiliser, ou d'inspirer et de responsabiliser. Et en tant que dirigeant, vous devez cultiver les deux. Donc, je dirais qu'en fait, la performance d'une équipe et engager une équipe eh bien, revient à travailler sur soi en tant que manager, en tant que dirigeant. Et je pense qu'il y a 2 fois plus de travail sur soi que sur son équipe lorsqu'on veut améliorer la façon dont son équipe s'implique et produit dans l'organisation.
Donc, gravissez les niveaux du leadership, renforcez continuellement vos compétences managériales et sur ce point-là, je vous invite à adopter le principe de l'amélioration continue. Apprenez sans cesse et vous ferez monter votre équipe très haut. Voilà pour aujourd'hui. Alors, pour conclure, si vous avez bien suivi l'invitation au début de webinaire consistant à lister sur les 2 colonnes ce qui relève du leadership et ce qui relève du management, vous devez avoir une liste d'éléments à travailler. Alors, parmi mettons 3 attributs personnels que vous avez identifiés qui seraient à renforcer chez vous, eh bien, choisissez l'attribut prioritaire sur lequel vous allez pouvoir concentrer votre attention dès maintenant, dès demain, dans les prochaines semaines. C'est souvent un travail qui prend un petit peu de temps, mais choisissez l'attribut prioritaire parmi les attributs qui portent sur le leadership. Identiquement, bien, parmi les 3 compétences en management qu'il faut que vous puissiez renforcer selon vous, choisissez celle qui sera prioritaire et puis commencez à la travailler dès demain, dans les semaines qui viennent. Voilà, lisez des livres, regardez d'autres webinaires, appelez-moi, mais travaillez ces compétences-là et faites en sorte de toujours monter vos compétences. Donc, voilà ce que je peux vous inviter à faire. 2 priorités, une sur le leadership, et une autre sur le management. Et puis, renforcer vos compétences sur ces 2 aspects-là. Dès maintenant, je pense que c'est une bonne occasion de commencer. Alors, je suis disponible pour répondre à vos questions, essayer d'apporter quelques réponses le cas échéant. Donc, allez-y à votre convenance. Et si vous souhaitez aussi une réponse personnalisée ou si vous souhaitez recevoir la liste des ateliers d'approfondissement que nous proposons sur ces sujets-là du management, vous pouvez me contacter par mail sur l'adresse mail qui apparaît. Voilà, on conduit des ateliers sous format demi-journée qui portent sur différents sujets. Voilà, pour recevoir la liste des sujets, contactez-moi. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que tous ces éléments-là ont pu générer de l'inspiration et des idées pour vous et pour la performance de votre équipe. Je reste à votre disposition et à votre écoute et je vous souhaite une belle semaine, une belle fin de semaine et un bon développement. À très bientôt. Au revoir.